Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, vous le savez déjà depuis presque un an maintenant, Tanama. Tanama donc est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, nous y évoquons l'âme, l'esprit, la transformation, le changement à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical, pour provoquer le changement et la transformation avec positivité en apportant information, conseils, solutions en gants, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. C'est une émission tout public proposée par l'association Amalgame Humanis, association caritative originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés et de lutte contre les discriminations et les violences, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte 2 lignes d'écoute. La ligne Voix arc-en-ciel à l'adresse des populations des communautés du moins LGBT et la ligne prévention suicide. Ce soir, nous allons parler d'un sujet plutôt clivant. Alors, précaution d'usage, avant de commencer, cette émission n'est pas du tout à but d'incitation, en tout cas à la consommation. Ce soir, nous n'aurons pas des représentants de l'ordre, puisque, compte tenu des élections présidentielles, elles sont dans un devoir de réserve par rapport au temps de parole du président actuel, mais nous aurons tout de même une voix, je ne dirais pas contre, en tout cas une voix qui va modérer, on va dire, le débat, puisque le but est effectivement d'avoir une émission faite de contrastes. C'est-à-dire, on ne va pas être pour ou contre, mais en tout cas, on va essayer de parler de manière assez large, en fait, du sujet. Donc, je retrouve tous mes petits papiers. Donc, ce soir, nous parlons du 420. Est-ce que vous connaissez le 420? On est en plein dans le sujet. Le 420, c'est 16h20 ou 20 avril. Donc, code international, tout le monde sait, quand on dit 420, qu'on parle de consommation du cannabis. Mais c'est également le jour, donc le 20 avril, où on va célébrer cette consommation, la consommation de cette plante, de manière festive, ce qu'on appelle la consommation créative, entre autres choses. C'est pourquoi, plutôt que de parler de cacao, puisque la Pâque va arriver, on va parler donc du cannabis. Et nous parlerons des magasins de CBD qui font florès sur notre territoire depuis maintenant quelques mois, je dirais, peut-être quelques années, je ne sais pas. On va en parler avec nos invités. Ce soir, sur le plateau, nous avons Julie Manlius, qui est fondatrice de Connect Free. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons Lamia Latamna, qui est donc responsable marketing et communication de OAze. Bonsoir. Bonsoir. Nous aurons Kevin Lafontaine, gérant de Cannabillion Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Et donc en intervention virtuelle, donc les entretiens menés par audio interposé, nous aurons le docteur Laurent Fabricator, donc, qui est addictologue au XAPA, donc Centre de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie à Morne-Verguin, en Guadeloupe. Nous aurons également 2 personnes du Canada, Luc Prévost, qui est journaliste et auteur d'un podcast qui s'appelle Top Pot, le podcast. Donc, il va nous faire part, et je vous inviterai d'ailleurs à aller consulter ce podcast qui est en français. Il va nous parler, donc, répondre à 2 questions qu'on lui a posées. Il n'a pas pu être avec nous en Zoom aujourd'hui. Et nous aurons également Romain Grangeon, qui est français, mais qui vit au Canada et qui est microbiologiste et maître cultivateur de cannabis, THC et CBD. Donc, pour planter le décor, je vais essayer de faire ça rapidement. Pour planter le décor et mettre en lumière les questions que nous allons soulever, petit tour d'horizon sur la plante, le chanvre ou cannabis sativa, qui contient plus de 80 molécules. On va le voir ici. Donc, qui contient notamment de la THC, donc les tétrahydrocannabinol, et le CBD qu'on va voir en vert foncé. Et donc, vous avez tout un tas d'autres molécules qu'on ne va pas aborder ce soir. Mais donc, on voit un peu la composition de la plante. Donc, dans un monde virtuel actuel, donc, qui est hyper connecté, dont les frontières sont extrêmement poreuses, malgré le fait qu'on vive dans un pays qui soit on va dire qu'on vit sous une légalisation, une législation, qui va prohiber en fait la consommation, la détention de cannabis.
avec l'Internet, on a accès à des connaissances et des pratiques diamétralement opposées en fait aux nôtres, aux nôtres en tout cas à la législation en vigueur et qui nous expose et nos enfants à des potentiels dangers par l'Internet, la jeunesse en particulier, pour ça qu'il faut éduquer sur la question du cannabis, mais encore à des potentiels ou redécouvertes civilisationnelles, culturelles, oserais-je le mot. Hein. Donc notamment la 420 culture. On va voir une petite vidéo rapidement qui va nous montrer à quel point en fait le cannabis fait partie en fait de la culture contemporaine. On voit ici donc des artistes qui utilisent en fait dans leurs photos ou dans des assemblages floraux. Ici on a Kélis qui est donc chef, une artiste très connue, donc qui a mis en place qui anime l'émission Cooking Cannabis sur Netflix. On a également, on va voir ici Cooking on High sur Netflix. Ici, on a Snoop Dogg, qui est un grand fan de la cuisine au cannabis. Et c'est un chef, parce qu'il y a beaucoup de chefs, en fait, qui cuisinent au cannabis aux États-Unis, Chopped 420. Donc, vous voyez, tout un tas d'émissions qui sont accessibles, en fait, en ligne et qui mettent à l'honneur, en fait, cette plante. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'adore Cook with Cannabis, parce que finalement, on découvre que cette plante... avec toutes ces variétés, c'est un peu comme le vin, c'est un peu comme le rhum, il y a différentes saveurs, etc. Donc en cuisine, c'est intéressant de voir comment justement on va naviguer entre le CBD et le THC, notamment, particulièrement dans ces zones, on ne parle pas du space cake, on parle vraiment d'une cuisine raffinée qui utilise le cannabis comme une herbe aromatique. Alors c'est intéressant. Au niveau mondial, la consommation et la vente de cannabis est principalement prohibée ou tolérée. Des contrastes importants existent d'un continent ou d'une nation à l'autre quant à ces dits dérivés, notamment le CBD, le cannabis thérapeutique, on va le voir tout à l'heure, notamment sur le territoire français et canadien. Au regard des cartes géographiques qu'on va vous montrer, donc on va avoir une première carte. Ici, on voit que le statut légal du cannabis récréatif, on voit donc toutes les zones en rouge, là où c'est illégal, dépénaliser ou tolérer les zones en orange et en bleu, là où c'est légalisé. Donc principalement l'Amérique du Nord, le Canada, voilà. Donc ça va être assez intéressant. On va en discuter justement tout à l'heure avec nos invités. Et on voit, diapo suivante, on va voir ici, alors dissonance cannabique, c'est pas moi qui le dis. Donc ça, c'est une carte qui montre justement en Europe, comment ça se passe en Europe, usage et détention pénalisés en rouge. On voit donc la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Finlande, Norvège, donc toute l'Europe du Nord, etc., sont contre l'usage de la détention, donc c'est pénalisé. En bleu, on a donc quelques pays en marron qui, eux, ont une détention peu punie. Et en bleu, on a consommation détention dépénalisée ou tolérée. Donc l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, pas l'Autriche, pardon, la Belgique, l'Espagne, etc. Donc ce qui est intéressant, on va le voir avec la diapo suivante, c'est que c'est quand même drôle que ce soit en France qu'il y ait le plus de consommateurs de cannabis en Europe. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et ce qui nous amène en fait à un article, puisque j'ai fait une petite recherche pour vous, évidemment, un article qui s'appelle « L'action publique française ». On va voir rapidement une image. Donc en matière d'usage de cannabis, donc ça c'est de la Sorbonne, hein, quand même, édition de la Sorbonne, les fondements historiques d'un échec. Erwan Pointeau-Lagadec nous explique, et je prends mon article, on reste sur la diapo quelques minutes, il nous explique en fait... le constat d'échec a été mis en 2013 par Jean-Michel Costès, qui donc ancien président de l'Office français de lutte contre les drogues et la toxicomanie, dans un numéro spécial de la revue Psychotrope, consacré à la législation française sur les stupéfiants, semble particulièrement pertinent pour le cas du cannabis. Il dit que depuis les années 60, la consommation de ce produit, également connu sous les noms de hashish ou marijuana, n'a en effet jamais cessé d'augmenter. La preuve, 44% aujourd'hui. Restée marginale jusqu'à cette date, la substance est aujourd'hui la première drogue illicite consommée dans le pays. On lit ça, on va lier ça, on dit que l'intervention de l'État relative à la marijuana reste prisonnière de structures juridiques qui datent des années 70. L'objectif en fait de cette loi en 70, c'était l'établissement d'un monde sans drogue, et donc cela à l'initiative en fait des États-Unis qui vont lancer un mouvement lequel va être suivi par la majorité des pays occidentaux et même d'ailleurs, à vrai dire, hein, quand on connaît le G20, etc. Donc forcément, les États-Unis ont beaucoup de poids.
Donc, dès 1916, pardon, la France s'était dotée d'un cadre légal de contrôle de commerce et de l'usage de plusieurs substances, parmi lesquelles le hashish. Il faut savoir quand même que c'est depuis le 19e siècle, en fait, que le cannabis est arrivé en France et qu'il était d'ailleurs commercialisé par la France à travers les pays maghrébins. On dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le cannabis est problématique, on va dire, en tout cas certains l'expliquent, la grande consommation par le fait qu'il y a une forte population maghrébine. Bon, on ne va pas se mentir, on sait bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas maghrébines qui consomment du cannabis en France. Donc, on ne va pas s'étendre plus longuement sur ça. On va revenir maintenant sur donc cette action publique et on va venir maintenant sur des chiffres qui concernent plus particulièrement la Guadeloupe. Donc, prochaine diapo, l'épidémiologie des psychotropes aux Antilles, un autre article qui donc est une étude menée par les docteurs Brouze, Frédéric et Gisèle Brouze, qui a été publié dans Alcoologie et Addictologie en 2012, donc il y a 10 ans. Donc dans cet article, donc sur l'épidémiologie, c'est-à-dire la comparaison des consommations de psychotropes dans les Antilles françaises, qu'est-ce qu'ils disent? Donc elle a été réalisée au Centre Beauperthuis en 1995. On voit qu'il y a des études qui sont très rares. Sur le plan clinique, on veut dire qu'il y a plutôt une forte consommation de tabac, de crack, d'alcool, et que le cannabis vient bien après. En général, donc je lis, la population générale, peu d'informations sont disponibles sur l'usage de cannabis, selon un sondage réalisé en Martinique en 2003 par l'Ipsos Antilles. Sa prévalence d'utilisation est inférieure au reste de la France pour toutes les modalités d'usage. Et on va le voir d'ailleurs, je fais mon petit tour d'horizon comme ça, avec quelques chiffres que nous a donné le docteur Fabricator. Avant ça, pardon, les départements, la densité de points de deal est la plus forte. Donc on voit d'ailleurs que le ministère de l'Intérieur, en tout cas, indique que la Guadeloupe est une des zones où il y a le plus fort taux de deal. OK, à discuter. Diapo suivante, toujours sur la circulation des psychotropes en France. Le nombre de deals, on voit que les zones donc en rouge, en Bordeaux, les zones Val d'Oise et Seine-Saint-Denis, dans l'Hexagone, en Île-de-France, proche de l'Île-de-France en tout cas, sont a priori les zones où il y a le plus fort taux de deal. Ça, ce sont des sources du ministère de l'Intérieur. Donc, le docteur Fabricator, il nous explique quoi? Dans l'échange avec lui, il nous explique, donc selon les chiffres qu'il a pu consulter, que si on fait une comparaison entre la Guadeloupe et l'Hexagone, sur l'année, la consommation sur l'année, pour la population générale, on va dire, est de 8% en Guadeloupe, 11% dans l'Hexagone. Ce sont les chiffres officiels. Hein. Alors attention, en tant que sociologue, je vais dire toujours, il faut se méfier des chiffres. Tout dépend comment on les a collectés, tout dépend quelle population on a interrogée, etc. Donc tout ça est extrêmement... On reste sur la diapo, pardon. On reste sur la diapo. Donc, si on compare les chiffres, on voit que l'usage régulier, plus de 10 usages par mois et de 3% en Guadeloupe, 3,2% en Hexagone. Chez les adolescents âgés de 17 ans, donc une étude de 2017, tout ça sont des études en fait, de l'Observatoire des drogues et des tendances addictives français. 14% en Guadeloupe, 21% dans l'Hexagone. Usage régulier, plus de 10 fois par mois, 6% en Guadeloupe, 7% dans l'Hexagone. On voit qu'au niveau du genre, en fait, des sexes, plus l'usage est fréquent, plus la proportion d'hommes augmente par rapport à la proportion des femmes. Il y a environ 5 fois plus d'hommes ou de garçons que de femmes ou de filles qui consomment du cannabis. Quant à la consommation quotidienne, il n'y a pas eu d'études en Guadeloupe sur la question, mais on sait que dans l'Hexagone, sur la population nationale, 2% de la population indique consommer quotidiennement du cannabis. Donc tout ça pour nous donner un cadre, montrer que oui, c'est prohibé en France de manière assez drastique. D'ailleurs, même le cannabis thérapeutique n'est pas accessible en France. On va écouter le docteur Laurent Fabricator qui va nous parler d'abord de l'addiction au cannabis. Pardon, et on va revenir dessus après. Concernant la dépendance au cannabis, les critères qui permettent de définir cette dépendance sont en fait des critères qui sont communs à l'ensemble des addictions. Donc il existe une dizaine de critères qui permettent de définir une dépendance, mais le diagnostic de dépendance peut être porté même avec deux critères présents sur les 10. Alors parmi ces critères, on peut citer par exemple ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire un besoin pressant, un désir très fort de consommer du cannabis qui est présent.
Ou bien on peut citer un autre critère qui est des efforts répétés pour tenter de réduire sans succès la consommation de cannabis. On peut également citer l'existence de conséquences négatives pour la santé physique ou mentale qui n'empêchent pas la poursuite de la consommation de cannabis. Il s'agit d'un autre critère. On peut également citer la perte ou l'abandon de certaines activités de loisirs, de certaines activités plaisantes au profit de la consommation de cannabis, etc. Donc en fait, 2 critères suffisent sur les 10 pour pouvoir poser le diagnostic de dépendance. Mais attention, il faut bien distinguer. Souvent, il y a une confusion dans l'esprit en général entre la nocivité d'une substance, même prise de manière très ponctuelle, et la dépendance. Une substance, l'usage, enfin, la prise d'une substance, même une fois, peut être nocive. Par exemple, un jeune peut faire une attaque de panique ou un bad trip lors d'une seule prise de cannabis. Pour autant, il n'est pas dépendant. Néanmoins, dans la dépendance, il existe un critère donc de nocivité, c'est-à-dire l'existence potentielle de conséquences déjà négatives pour le sujet, et le sujet continue à consommer la substance. Euh, deux autres critères sont importants, bien entendu, concernant la définition de l'addiction. Il s'agit des phénomènes de tolérance, c'est-à-dire que on a besoin de quantités de plus en plus importantes de substances pour avoir les mêmes effets, ou bien si on consomme la même quantité, les effets diminuent. Et le sevrage, c'est-à-dire l'existence de symptômes qui, pour le coup, sont spécifiques au cannabis, l'existence de symptômes donc, qui apparaissent lors de l'arrêt de la consommation et qui définissent le sevrage. Par exemple, pour le cannabis, on peut avoir de l'irritabilité, une instabilité de l'humeur, voire une tendance à la dépression, des troubles du sommeil, une perte d'appétit et même des symptômes physiques, par exemple lors de la première semaine, des douleurs abdominales, une augmentation de la température corporelle, etc. Donc c'était le docteur Laurent Fabricator qui nous parlait justement des symptômes de l'addiction. Tout ça pour dire que le CBD, dont on va parler tout à l'heure en tout cas, ne provoque pas en tout cas ces symptômes. Donc c'était important de discuter en fait, de poser un cadre, parce que finalement le CBD vient s'installer en fait dans ce cadre, puisque cannabis, CBD, tout ça c'est lié, mais on est là pour faire, on va dire, comment dire, séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, la bonne herbe de la mauvaise. C'est un peu l'idée où est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise? Enfin, on va en discuter. Déjà, avant de passer, on va aller au Canada tout à l'heure, j'aimerais avoir une réaction en fait de nos intervenants sur le plateau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit déjà par rapport au contexte en fait? Le cannabis, je pense que justement le fait de parler du CBD, il fallait quand même parler de toutes ces questions-là parce que quand on parle d'herbe, forcément, dans la conscience collective, il y a toujours ces questions-là, drogue, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas déjà de ça? Moi, ce que je peux te dire, clairement, c'est oui, il a tout à fait raison. Il faut toujours évoquer ces points. C'est toujours par rapport au graphique qu'on a vu tout à l'heure, c'est important aussi de voir ce qui se fait en termes donc de chiffres. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se focalise toujours sur les jeunes, sachant que ce ne sont pas que les jeunes qui consomment du cannabis. On peut le voir au Canada. Quand la légalisation est passée, ce sont les plus de 50 ans. C'est le boom des consommateurs est venu de ceux de plus de 50 ans. Ouais. Donc c'est bien de parler des jeunes par rapport à certaines choses comme donc faire attention avec ce qu'on consomme, etc. Mais l'éducation doit être justement pour tout le monde, pour moi personnellement. Là, pour moi, c'était important également de pouvoir parler du cannabis, puisque ensuite on va l'associer forcément au CBD. Donc il faut déjà présenter le cannabis en lui-même, en sachant que le CBD est quand même une variété de la famille du cannabis. Oui. Donc c'est important déjà de donner la définition
du cannabis pour ensuite donner la définition du cannabidiol et qu'est-ce que c'est que le cannabidiol et d'où il provient exactement. Et surtout ce que nous pouvons en faire. Ouais. Parce que Exactement. malheureusement, souvent on parle du cannabis, on parle souvent de fumette, si on peut parler vulgairement. Ça a été très diabolisé pendant des années, on sait très bien. Enfin, comme on disait, les jeunes sont souvent stigmatisés par rapport à ça. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on peut en faire énormément de choses. De l'alimentaire, à l'époque on en faisait du textile, enfin, il y a énormément de choses tout autour, donc c'est très bien qu'on puisse en discuter. Tout à fait. On va justement revenir sur les vertus thérapeutiques, et même les utilisations tout à l'heure, quand on va parler justement du CBD, en tout cas de cette variété ou de cette production de cannabis. Alors on va aller vers le Canada. J'ai discuté pour vous avec Luc Prévost, qui est donc un journaliste canadien et qui a un podcast, donc qui est auteur d'un podcast sur le cannabis, donc pas seulement sur le CBD, sur le cannabis, puisqu'il est du Canada et que là-bas c'est légal. Donc d'abord, je l'ai interrogé sur la France et le cannabis. Vous verrez d'ailleurs, si vous allez, je vais vous inviter à aller sur vous verrez l'adresse tout à l'heure sur la vidéo, sur son podcast, il a un épisode justement consacré à la question du cannabis en France et au Maroc. Donc très intéressant. Donc on va l'écouter sur la France et le cannabis. La France et le cannabis. Alors quel est mon regard sur la France du cannabis? D'abord, je remarque d'un côté l'acharnement d'une partie du personnel politique, sans doute en service commandé. Je ne crois pas une seconde que le ministre de l'Intérieur de la France ne sache pas faire la différence entre l'alcool et le cannabis. Le coût social annuel de l'alcool pour la société française est de 120 milliards d'euros et ce chiffre date de 2010. C'est aussi 49 000 décès par an environ. Et la belle jeunesse, l'INSERM en 2001 affirmait qu'entre 700 et 3000 enfants naissent lourdement handicapés par un syndrome d'alcoolisation fœtale. Voici un chantier important, il me semble, pour lequel plus de prévention est requis et urgemment en plus. De l'autre côté de la médaille, j'ai eu la chance de discuter avec Jean-Baptiste Moreau, Caroline Janvier, par exemple, qui sont deux députés au cœur de la Macronie et qui osent porter, eux, une vision autre de cette plante qui est consommée depuis quelques milliers d'années. Et je pense évidemment également à François-Michel Lambert, qui a présenté un projet en 2021. L'énergie est là, il faut maintenant trouver les bonnes conditions pour revenir avec un autre projet. Donc, côté politique, je note deux tendances distinctes, ce qui est un peu normal car le président candidat Macron est alternativement pour et contre le cannabis. Comment fait-il? Je ne sais pas, mais avec l'élection présidentielle en cours, il me semble que c'est le temps de lui demander si c'est lui qui change d'avis ou le vent de direction. Plus largement, il est crucial de comprendre que la France a aussi historiquement externalisé la violence de la culture du cannabis vers son ex-colonie, le Maroc. En rapatriant cette production sur le territoire national, une partie de cette violence sera importée, cela va de soi. D'ailleurs, beaucoup de producteurs français de CBD préfèrent actuellement cultiver ailleurs en Europe pour ensuite importer le produit final en France. Pour ce qui est de la consommation, la France a récemment perdu son titre de la plus grande consommatrice de pot en Europe. Je crois qu'elle va amplement se rattraper dès qu'il sera possible de produire localement. En fait, le jour où la France va se mettre à la culture du cannabis de terroir en plein sol avec des appellations contrôlées, elle va produire des génétiques à la hauteur du génie français. Je note d'ailleurs une effervescence remarquable au niveau du commerce, en dépit des multiples obstacles. En fait, l'écosystème français du chanvre est plus développé que son équivalent canadien, et de loin. La France va devenir un des grands joueurs de l'industrie du cannabis. Je n'ai aucun doute, aucun. Pour l'instant, la France a choisi de s'inféoder aux grandes sociétés canadiennes, en les invitant dans sa grande expérimentation. C'est triste pour les entreprises françaises qui reculent au lieu d'avancer. J'entends même que certains géants du cannabis canadiens auraient reçu des assurances quant à la suite des choses. À long terme, je le redis,
le génie français va trouver un terrain fertile dans le cannabis pour s'exprimer. Ce génie est déjà visible, parfois sous forme de disputes syndicales, parfois dans un emballage incroyable. La France va trouver sa voie. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, alors je rappelle qu'on ne fait pas de politique dans cette émission, mais eh ben, j'ai laissé le journaliste s'exprimer. Il est de l'extérieur, il n'est pas français. Donc, il a donné son regard en tant que personne extérieure et journaliste et observateur, justement, de la question du cannabis. Avant de prendre les réactions de nos intervenants sur le plateau, on prend une page de pub et on revient tout à l'heure pour en discuter. Donc nous revoilà donc, pour discuter justement de cette intervention donc, de Luc Prévost. Alors, qui veut donner son avis sur la question, sur tout ce qu'il a dit justement sur la France et le cannabis? La France et son système de gestion du cannabis, on dira. Ouais. Alors, c'est un terme qu'on ne voulait pas employer, je vais me permettre de le dire. Non, je vais pas le faire. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Comme ce qui s'est passé le 31 décembre 2021, on était encore des vendeurs de CBD. Et le 1er janvier, on est passé dealer. Parce qu'on a eu un arrêté ministériel de la France interdisant la vente de fleurs et tout. Donc ça a fait un gros boom, plus un buzz qu'autre chose. Et j'avoue qu'on a un petit peu de mal à savoir où on va, quoi. Est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas? Est-ce que la légalisation par rapport au CBD, est-ce que la France elle est vraiment d'accord? Quelle est cette hypocrisie, entre guillemets? Alors, je rebondis sur ce qu'on voulait pas dire. Je rebondis sur ce que disait Kevin. Effectivement, leur arrêté, c'est 2 poids 2 mesures. D'un côté, on nous annonce donc qu'il faut arrêter la commercialisation de la fleur brute, donc la fleur de CBD, pas tous les dérivés de la fleur. A contrario, on augmente le taux de THC, il passe de 0,2 à 0,3. Donc, quelle logique d'interdire la fleur, mais on nous autorise un taux qui passe à 0,3, tout en sachant que dans les produits dérivés, c'est interdit d'avoir du THC. Donc, le taux de THC doit être à 0. Donc, pourquoi les 0,3 ? D'autant plus qu'on nous autorise aujourd'hui en tant que producteur français, d'accord, agriculteur, de collecter la fleur, d'accord, et la feuille, ce qui était interdit pour les chanvriers en France, mais pour la vente à l'étranger et pas en France. Voilà. Il a dit le terme, on va pas le dire, mais c'est encore 2 poids 2 mesures. En fait, on s'y perd. C'est ça. Pour résumer le tout, on peut vendre du jus de pomme, mais on peut pas vendre de la pomme. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Ouais. Moi, ça me fait rigoler. En fait, on est dans une zone grise. Comme on est au début d'une industrie, on voit que le gouvernement est en train de se chercher. Ils essayent vraiment de voir ce qui peut être mis en place, tout en essayant de garder leur avance et en vraiment, tous les petits entrepreneurs comme vous deux, en essayant de garder un écart pour que justement les entrepreneurs, les vendeurs de CBD, de chanvre industrielle, etc., n'aient pas plus d'avance que certaines personnes, que de certains grands groupes pharmaceutiques, même si beaucoup ne le disent pas, mais il y a ça aussi qui joue dedans. Et par rapport à ce que Luc a dit, donc déjà j'aime beaucoup son podcast, il a tout à fait raison. Il y a une grosse hypocrisie et il s'y connaît beaucoup, puisqu'il faut savoir que le Québec est une province assez particulière pour le Canada. Province qui veut avoir sa propre indépendance, donc ils veulent sortir du Canada. En tant que Français, ils ont bien la mentalité française. Et justement, il sait que le modèle économique là-bas est assez spécifique au Canada. Donc même si les autres provinces appliquent quelque chose qui est beaucoup plus business, au Québec, il y a beaucoup de restrictions et c'est peut-être ce qui arrivera aussi en France. Donc ce qu'il dit est très, très judicieux. Oui. C'était très intéressant. D'ailleurs, on va l'écouter de nouveau. Il va nous parler justement de la légalisation canadienne. Donc, on écoute Luc Prévost de nouveau. Bonjour, donc moi j'ai commencé ma formation à Montpellier en étant... La France est un pays un peu en décalage avec ses voisins européens, puisque c'est un des rares pays de la communauté européenne à ne pas... On revient. Donc c'est la vidéo insert 4, la légalisation canadienne, Luc Prévost.
Donc là, on va écouter dans un moment Luc Prévost qui va nous parler de la légalisation canadienne. Et on va écouter par la suite Romain Grandjean qui va nous parler de la culture du cannabis. Donc Luc Prévost tout de suite. Et la légalisation canadienne. Qu'en pensent les Canadiennes et les Canadiens? En fait, cela varie selon les provinces qui ont adopté des modèles différents pour refléter leur conception de la légalisation. Il y a 4 configurations différentes sur le territoire canadien. La Colombie-Britannique a une structure de vente hybride au détail et public en ligne. L'Alberta, l'Ontario, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon proposent une structure de vente privée au détail et publique en ligne. La Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve et Labrador et le Nunavut sont en mode privé au détail et en ligne. Et finalement, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard sont publics au détail et en ligne. Cette diversité de configurations exprime essentiellement des visions complètement différentes du rôle de l'État. Au Québec, le modèle de la SQDC, la Société québécoise du cannabis, permet de restreindre l'offre en offrant un nombre de points de vente plus faible qu'en Ontario, par exemple. Par contre, la SQDC n'a pas à se plier à une recherche absolue du profit, et c'est pour cela qu'elle va ouvrir des boutiques dans des régions où les marchés sont moins dynamiques, alors qu'un entrepreneur privé n'aurait aucune bonne raison d'aller desservir un marché moins porteur. La légalisation a beaucoup d'avantages, mais il y a des gens qui, techniquement, n'ont pas le droit de consommer du cannabis au Québec. Un exemple, un locataire peut être interdit de consommation dans son appartement et sur tout le territoire de sa municipalité. Autre irritant, il faut avoir 21 ans pour consommer du cannabis au Québec. Mais on peut conduire un véhicule moteur à partir de 16 ans. On dit vouloir protéger la jeunesse. D'autres avancent que c'est surtout le marché noir que l'on protège. Personnellement, sans être d'accord avec le choix du gouvernement actuel, je crois qu'il est sincère dans son approche. Cela ne veut pas dire qu'il soit bien informé pour autant. Dans une vision politique de la situation actuelle, l'interdiction de faire pousser des plants à la maison est une mesure phare du gouvernement provincial du Québec. Ce débat est d'ailleurs maintenant entre les mains de la Cour suprême du Canada. Il en va de même pour les restrictions sur la commercialisation des produits et là, le Québec agit comme un prohibitionniste. En faisant ainsi, le Québec favorise les grands producteurs qui sont dans l'œil des médias depuis la phase du cannabis médical. La seule façon de se distinguer pour les nouveaux joueurs, spécialement les microproducteurs, consiste à se créer une image de marque forte. Mais ce n'est pas vraiment possible au Québec, encore plus qu'ailleurs, à cause des restrictions sur le marketing. Il y aura des élections provinciales au Québec en 2022. Le parti politique qui sera élu aura le pouvoir de changer le visage de la légalisation pour le rendre peut-être plus accueillant. Le gouvernement actuel, lui, a décidé d'adopter une attitude paternaliste. Le marché canadien a plus que doublé entre 2019 et 2020, passant de 1,2 milliard à 2,6 milliards de dollars. Mais si le Canada se vante d'exporter dans plusieurs pays, le Canada interdit les importations. Comment nos partenaires commerciaux vont-ils réagir quand ils seront aussi capables d'exporter? Pour l'instant, l'industrie, toute province confondue, est saignée par un niveau de taxation ridicule. C'est la survie de l'industrie qui est en cause au moment où notre voisin, les États-Unis, commence à vraiment s'organiser au niveau fédéral. Certains producteurs craignent de ne plus pouvoir exporter aux États-Unis d'ici quelques années. Moi, à leur place, j'aurais peur de l'invasion du cannabis américain au Canada. Mais c'est une saga pour une autre fois. Merci. Ça, c'est à suivre hein, sur le podcast, justement, Top Pot. Donc, vous avez l'adresse, vous avez vu l'adresse, hein, c'est toppot.ca. Vous pouvez, Top Pot, Luc Prévost, vous allez trouver via Google. Donc, c'est intéressant ce qu'il dit, justement, sur la légalisation. On voit déjà la différence entre la France et le Canada. C'est quand même que le Canada, comme les États-Unis, sont des États fédéraux. Donc, on voit que chaque province canadienne, comme chaque État américain, a sa propre législation.
c'est un peu comme la peine de mort, etc. Enfin, chacun décide un peu faire à sa sauce. Et je trouve que ça me fait penser du coup à l'Europe, qui, bien qu'elle se veuille unie, n'est-ce pas, d'une seule voix, on voit bien que c'est dissonant jusqu'à aujourd'hui. Chacun fait sa propre cuisine. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez justement du modèle canadien? Moi, c'est un modèle que j'ai connu parce que j'ai travaillé pour un producteur de cannabis thérapeutique quand j'étais au Canada. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que le Canada a vraiment une approche, comme les États-Unis, un peu plus orientée business. Même concernant le cannabis, on peut dire le cannabis médical, parce que ce n'est pas cannabis à usage thérapeutique comme en France. L'accès déjà est beaucoup plus facile, le terme médical est beaucoup plus facile aussi. Ce n'est pas comme en France où justement on devra... voilà, ça passe vraiment par un cheminement beaucoup plus compliqué. C'est pas n'importe qui pourra prescrire du cannabis, etc. Donc moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup, mais je sais qu'il ne sera pas forcément applicable avec la France. Peut-être le modèle québécois, qui est plus restrictif, comme Luc l'a expliqué. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus orienté business. Comme il a dit, tout ce qui est en termes d'exportation, dès que les États-Unis vont être légalisés fédéralement, le marché canadien va passer second, hein, faut pas se mentir. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais. Ouais. C'est vrai. Alors, ce côté business, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Parce que du coup, on est en train de mettre complètement de côté le côté vraiment thérapeutique. Les gens qui en ont certainement besoin. Parce que ça c'est prouvé sur certaines études. Il y en a qui en ont besoin, que ça guérit certaines pathologies, que ça aide. Enfin, on l'utilise déjà beaucoup dans les médicaments. Mais on est resté tellement concentré sur ce cannabis diabolique qu'on en oublie les effets complètement positifs. Et on parle d'abord business. Et ensuite, on va voir pour la population. C'est un peu dommage pour les gens. Non, moi je pense que la France fait quand même, au-delà qu'on dit que c'est une hypocrite, elle fait quand même une avancée. Puisque depuis 2022, c'est un projet qui datait de 2020, il faut le rappeler, que le cannabis thérapeutique et le cannabis médical, on est quand même depuis mars 2022 rentré sur une expérimentation sur 3000 patients sur 2 ans. Donc quelque part, c'est là où je dis qu'il y a deux poids, deux mesures, parce que d'un côté, ils nous disent ça, mais de l'autre, ils font quand même l'effort d'aller sur ce cannabis thérapeutique et d'explorer ce qui se passe. Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Julie. C'est vrai, tout en sachant qu'il y a déjà 16 États aux États-Unis qui ont légalisé le cannabis récréatif, 16 États, et 33 au total sur les 50 États qui ont dépénalisé. Donc effectivement, pour le Canada, après je ne compare pas trop, nous les Français, je me base plus sur le côté européen, puisqu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, l'Europe, on a notre propre... Mais on voit bien qu'en Europe, ça bouge. Donc, moi, je reste confiante en me disant que déjà, si l'Allemagne a dépénalisé, nous, la France, ça ne tardera pas. Oui. Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est quand la légalisation du cannabis a été faite au Canada, donc on est passé de l'acceptation de cannabis thérapeutique à maintenant un marché totalement récréatif. Mais moi, je l'ai vu, il y a beaucoup de patients. On leur disait carrément, non, vous avez des boutiques un peu partout à Toronto, allez directement en boutique, mais il n'y aura jamais vraiment le même cheminement. Si par exemple je souffre de maux de dos, je ne vais pas forcément aller dans une boutique, sachant qu'il y a la queue, je ne vais pas forcément aller dans une boutique de cannabis récréatif pour aller acheter quelque chose. L'approche, la communication sera différente, l'approche sera différente, et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Quand le cannabis a été légalisé, le marché thérapeutique a malheureusement a été mis de côté. Mais effectivement, c'est sûr que la question en fait, du cannabis thérapeutique, on va l'aborder tout à l'heure, puisque le docteur va en parler. Il faut savoir, j'ai trouvé ça assez étonnant le nombre de personnes qui avaient accès en France. C'est assez ridicule quand même, bref. On va voir les chiffres, c'est assez... quand je dis ridicule, c'est pas pour me moquer, mais de dire que c'est assez... ça fait peur, quoi. C'est surprenant. Mais on va revenir quand même dessus tout à l'heure. On va écouter Romain Grandjean, donc, qui est microbiologiste et qui est aussi maître cultivateur au Canada, qui est français, et qui va donc nous parler de la culture du cannabis, de son expérience. Bonjour, donc moi j'ai commencé
ma formation à Montpellier en étant un étudiant en biologie. J'ai fini avec une maîtrise en agronomie, avec un stage dans les Antilles françaises, notamment à Marie-Galante, où je travaillais dans la canne à sucre. Ensuite, j'ai fait un doctorat au Québec en virologie végétale. Puis j'ai continué ma formation à l'université de Berkeley en Californie, où je travaillais sur des bactéries du sol. J'ai fini en 2018, puis ça correspondait à la période où le Canada a légalisé le cannabis pour la consommation récréative et médicale. Et puis je suis retourné donc au Québec, là où j'avais fait déjà mon doctorat, pour travailler dans l'industrie du cannabis. Et donc je travaille depuis pratiquement 4 ans dans cette industrie. Donc le métier de maître cultivateur au Québec consiste à faire pousser des plants de cannabis, que ce soit CBD ou THC. Et ensuite, un aspect, moi, qui m'intéresse particulièrement dans la culture du cannabis, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits, généralement aucun produit chimique qui est déversé sur les plantes. Donc ça renouvelle en quelque sorte l'agriculture. On utilise des insectes bénéfiques, on utilise de plus en plus l'usage de bactéries, de champignons bénéfiques. Donc on utilise la biologie pour faire pousser des plantes. Et c'est une petite révolution dans l'agriculture d'obtenir une certaine qualité de nos fleurs séchées, qui vont ensuite être analysées selon des normes très strictes. Et si toutes les normes sont respectées, le cannabis va être acheminé vers les magasins d'État qui sont responsables de la vente contrôlée de ces produits. Alors lorsqu'on parle de réglementation concernant le cannabis au Canada, donc c'est la légalisation du cannabis récréatif a eu lieu en octobre 2018. Donc depuis, c'est les provinces qui sont responsables de leur politique sur le cannabis, notamment sur la vente. Donc au Québec, par exemple, ça va être une société d'État qui s'appelle la SQDC, qui va organiser la vente des produits dérivés du cannabis. De la même façon, au Québec, nous avons aussi la Régie des alcools, la SAQ. C'est eux les seuls magasins qui peuvent vendre de l'alcool au Québec. Donc en fait, le but de cette réglementation, c'est non pas de stopper la consommation de cannabis, ni même de l'encourager, c'est juste essayer de l'encadrer pour que le gouvernement, l'État reçoivent et des rentrées d'argent qui sont conséquentes grâce aux taxes sur le cannabis qui sont fortement taxées. La grande idée derrière la légalisation du cannabis, c'est bien sûr ce n'est pas d'inciter la population ou les jeunes à consommer plus de cannabis, mais ça part d'une observation que de toute façon, il y a une consommation de cannabis. Donc, ça sert à rien de se voiler la face et autant prendre le taureau par les cornes et essayer d'analyser la situation, de réguler ce marché et avec les taxes de la vente des produits dérivés du cannabis, de faire de l'information auprès des jeunes. Donc, depuis la légalisation, il y a beaucoup de projets de sensibilisation qui sont faits dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, auprès des jeunes pour les instruire sur les risques, notamment d'addiction qu'il peut y avoir, et les risques de surconsommation. Car effectivement, c'est comme tous les produits, quand on en consomme trop, c'est pas forcément, il peut y avoir des dérives. C'est comme l'alcool, on connaît bien les ravages de l'alcool, et pourtant la consommation d'alcool n'est pas interdite. Donc c'est vraiment, le but de cette légalisation, c'est vraiment de pouvoir avoir des produits de qualité, un marché qui soit régulé et pouvoir faire de la prévention auprès des jeunes. Donc au départ, la légalisation du cannabis a favorisé au Canada, a vraiment été faite pour favoriser les gros producteurs, donc les producteurs qui ont des millions et des millions à investir dans leurs usines. Mais dernièrement, les choses ont évolué et de plus en plus de micro-producteurs arrivent sur le marché, produisent des faibles quantités de cannabis, mais d'une qualité qui est généralement bien meilleure que les gros producteurs. Donc ils arrivent à trouver leur clientèle et leur débouché, et ça devient de plus en plus un modèle d'affaires qui est en train de se développer au Québec et partout au Canada. L'émission favorite qui parle de cannabis, c'est plutôt
C'est un show, c'est un podcast que je retrouve sur Internet qu'on peut retrouver sur iTunes, sur Spotify, sur tous les bons diffuseurs de podcasts. Ça s'appelle Kiss Organics. C'est présenté par Tad Hussey. C'est un Américain, c'est sur la culture du cannabis et la science. Donc c'est un podcast qui est très intéressant. Il invite beaucoup d'acteurs, de scientifiques et d'acteurs de l'industrie à parler de leurs pratiques et à parler du côté de la culture de cannabis, mais biologique, donc organique, ils appellent ça en Amérique du Nord. Donc oui, j'adore ce podcast qui s'appelle Kiss Organics par Tad Hussey. Je vous conseille d'aller le voir. Sinon, comme émission plus francophone pour les francophones, il y a l'émission que je conseille, c'est Top Pot, le podcast. Donc le pot en québécois, ça veut dire la zèbre en créole ou le weed en anglais. C'est le pot, ils appellent ça le pot. Donc Top Pot, c'est une émission un podcast qui est présenté par Luc Prévost. Luc Prévost, c'est un journaliste spécialisé dans le cannabis. Il fait vraiment des très bons documentaires où il va voir les acteurs de l'industrie. Donc il a interviewé des dizaines de maîtres cultivateurs. Il va se renseigner sur les magasins d'État qui vendent le cannabis. C'est vraiment une mine d'or sur la réglementation et sur la connaissance de l'industrie du cannabis, cette industrie naissante au Canada. Donc je vous recommande, si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'aller écouter ces podcasts. Top Pot, le podcast. Ok. Donc, alors, il nous a expliqué pas mal de choses. Je voulais revenir déjà sur l'approche médicale, justement, quand tu disais tout à l'heure, parce que la question m'échappait, les normes, parce que même au niveau de tout ce qui est médication aux États-Unis ou en Amérique du Nord, ce ne sont pas toutes les mêmes normes qu'en France. Là, en France, c'est beaucoup, beaucoup plus encadré. Par exemple, il y a des médicaments qu'on trouve en grande surface, en tout cas en commerce libre, sans ordonnance, en tout cas aux États-Unis, qu'on ne trouve pas en France sans ordonnance. Donc je me dis, même pour le cannabis thérapeutique, je ne pense pas que ce serait le cas, en fait. Que ce serait, en tout cas, qu'il faudrait aller dans ce sens, quoi. De toute façon, ça ne se fera pas en France parce que voilà, il faut vraiment suivre vraiment ceux qui vont produire du cannabis thérapeutique produiront des médicaments. Donc ce sera régi d'une certaine façon, ce sera en accord avec l'ANSM. Et au Canada, c'est vrai qu'il y a un programme, on peut devenir, donc pas être sur le programme ACMPR, devenir un producteur désigné, c'est comme ça qu'on dit en français, et c'est-à-dire qu'on peut produire du cannabis thérapeutique pour, par exemple, je peux le faire pour toi, je peux le faire pour toi. Et toi, tu viens juste avec une ordonnance que tu as eue, par exemple, avec un médecin ou une infirmière. Et par rapport au nombre de grammes que tu auras le droit par mois, il pourra m'acheter, moi, au producteur désigné, une certaine quantité de cannabis. On ne verra jamais ça en France. C'est pas quelque chose qu'on verra en France. Donc oui, il y aura toujours le modèle canadien en termes de cannabis médical ne sera jamais applicable en France, en tout cas. Pourtant, il y a déjà certains médicaments qui sont en vente pour traiter, comme Sativex, par exemple, qui est connu. Sativex, c'est pour les scléroses en plaques. C'est avec du cannabis. Aussi, ouais. Et ça fait déjà des années qu'ils sont sur le marché. Ils n'ont jamais pu trouver un prix pour justement le mettre en vente. Donc le médicament est là, mais on n'en trouvera jamais sur le territoire français, parce qu'ils n'ont jamais... Si un médicament en France coûte... si un médicament coûte plus de... Je ne sais plus c'est quoi le prix, mais en fait, il coûtait très cher. Et en fait, il y avait un problème avec la sécurité sociale pour voir à quel prix, en fait, il allait être distribué pour les patients, etc. Donc, au final, il n'y a jamais rien qui a été eu. Mais quand on parle vraiment de production de cannabis pour créer des médicaments, pour créer des produits qui seront pour les patients, je ne pense pas qu'on sera sur le modèle canadien ou le modèle des États-Unis. Ouais. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage donc, de Romain, c'est le fait qu'il produise bio. Je trouve ça très intéressant, justement. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? Enfin, je suppose qu'il y a des gens qui plantent du cannabis bio. Bref, est-ce que... Mais le chanvre en lui-même est bio. La plante en elle-même n'a pas besoin de pesticides chimiques, n'a pas besoin d'eau, elle n'a pas besoin... En elle-même, la plante se suffit. C'est vraiment une plante qui a énormément d'atouts, que ce soit agronomique, que ce soit éco-responsable, que ce soit... La plante en elle-même, elle n'a pas besoin de produits chimiques ni de pesticides pour évoluer. Et c'est ça l'atout. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on en parle énormément et qu'on est sur un marché qui est en pleine croissance.
parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'avantages, surtout sur l'écosystème, sur plein de choses. On dit même qu'elle est capable de nettoyer les sols. Mais c'est ça, le Ouais. chlordécone. Exactement. Justement, avec cette question du chlordécone, j'allais venir parce que je me Oui, dis on y que pense. finalement, est-ce que l'intervention des pesticides, ce n'est pas tant que la plante en ait besoin, mais que l'industrie en ait besoin. C'est-à-dire que on voit que ce soit les pesticides ou les nutriments Ouais, qu'ils c'est ajoutent. encore du nutriments business. qu'ils ajoutent, c'est pour booster en fait une industrie. On est d'accord. C'est pas forcément qu'ils se disent elle sera meilleure ou quoi. C'est juste dire on va vendre plus, on va produire plus. Est-ce que c'est pas non plus, j'allais dire, un danger? Je sais pas si la France elle a cette éthique, du bio quoi. Si je peux intervenir. En fait, il faut. Alors, l'intervenant a discuté parce qu'il faut bien comprendre que lui fait partie donc, du Canada, d'un marché où la culture sera plus focalisée sur l'indoor. Donc, la plupart des cultures, comme justement, en plus, eux, ils ont vraiment des saisons, parce que l'hiver canadien, c'est juste impossible de cultiver en extérieur. Ils feront beaucoup plus d'intérieur. Et quand on cultive en intérieur, ils ont besoin de nutriments. Il n'y a pas de soleil, il faut recréer vraiment un environnement pour la plante. Donc, ils seront un petit peu obligés d'utiliser certains, pas pesticides, mais certains nutriments. Donc, ajouter du nitrogène, phosphore, potassium, etc. En France, pareil. Par contre, nous, aux Antilles, c'est différent. Nous, on n'a pas de saison. Après, il y a quelques ajustements. On a le carême, on a quand même le Voilà, il y a carême, des ajustements à faire totalement. Le carême parfois. Période cyclonique, etc. Mais c'est vrai que lui, je pense on parle de culture organique, surtout dans les pays ou les marchés où la culture indoor sera majoritaire. Nous, ça ne nous concerne pas forcément. Même si, pour faire du cannabis thérapeutique, pour moi, ce sera obligé d'être fait en indoor, parce que ce sera contrôlé, ce sera un médicament. Alors, indoor, il faut bien... En intérieur. En intérieur. Pour qu'il y ait des personnes qui sont indoor, ça veut dire en intérieur. En intérieur, avec des lumières, avec de la chaleur, contrôle humidité, vraiment recréer en fait un environnement extérieur en intérieur. Mais ce qui est intéressant alors, sur l'Instagram de Romain, que je connais depuis longtemps, mais du coup, à l'époque où il faisait sa thèse, justement, mais j'ai découvert justement qu'il faisait de l'indoor, il fait les deux, mais il n'utilise pas de nutriments chimiques. Il a toute une petite cuisine qu'il fait, justement, il utilise des nutriments biologiques, avec des insectes, enfin des choses, pour rester vraiment organique, quoi. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est génial. Ça veut dire quand même que quand on consomme cette herbe, on sait qu'on consomme quelque chose qui ne va pas nous rendre malade. Et on va venir dessus tout à l'heure, quand on va parler de la légalisation du cannabis thérapeutique avec le docteur Fabricator. Il me disait quand même, et on va vous poser la question après, il me disait, tout ce qui se fume est toxique. Et que donc, à partir du moment où on fume quelque chose, on ingère donc des toxiques. Donc on va quand même en discuter, ça reste à discuter. Alors avant de passer à la suite, on va prendre encore une page de pub, on fait une petite pause et on revient pour parler justement économie et médecine. Nous revoilà pour notre troisième partie. Donc on parlait justement du cannabis organique, du commerce, de l'agriculture. On va voir une petite photo. Je crois que la définition n'est pas très bonne, donc je vais décrypter ça pour vous. Donc, c'est un graphique qui montre l'économie. Le cannabis, une chance pour les villes. On voit donc, par exemple, au Caire, donc, total des taxes. Il y a beaucoup de taxes, en fait, sur le cannabis, donc, qui est quand même un apport quand même assez intéressant pour l'État, pour les États. Donc 73,1% donc, en Égypte, aux États-Unis 42,5%, en Angleterre 82,2%, en Australie 56,8%. Donc on voit quand même que quand c'est toléré ou légalisé, ou en tout cas qu'il y a un encadrement avec la taxe qui va avec, c'est quand même assez lucratif pour les États. Donc à n'en pas douter, comme disait Luc Prévost, la France, vu le déficit budgétaire de l'État, je pense va peut-être s'intéresser aussi à cette économie. Donc, avant de venir justement sur ce que vous en pensez, parce qu'on va parler un peu de tout en même temps, là, on va parler maintenant, je vais évoquer juste un article, History of Cannabis as a Medicine. Donc, on va voir ici, donc c'est un article de la revue
de psychologie brésilienne. Donc cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le cannabis en tant que médicament est utilisé avant l'ère chrétienne en Asie, principalement en Inde. L'introduction du cannabis dans la médecine occidentale s'est produite au milieu du 19e, atteignant son apogée dans la dernière décennie de ce siècle avec la mise à disposition et l'usage de cannabis en extrait ou même les teintures. Ensuite, il y a eu les premières décennies du XXe siècle, l'utilisation médicale en Occident a décru, donc a baissé largement par rapport à les difficultés à obtenir des résultats, a priori. Bon, on sait que c'est pour des questions politiques, de contrôle colonial. Je vais vite, mais je vous renvoie à l'article que j'ai cité plus haut. Mais l'intérêt est renouvelé dans les années 90 avec la description de récepteurs cannabiques et l'identification d'un système cannabique endogène dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il est réceptif en fait à sa plante. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi cet article? Il nous dit donc que en fait, l'utilisation du cannabis est une des plus anciennes pharmacopées du monde, puisque elle est utilisée peut-être plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis en Inde, pour finir, après vous pourrez trouver cet article en PDF sur Google, sans problème. En Inde, l'utilisation médicale et religieuse du cannabis a probablement commencé donc avant presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Comme je disais, la plante a été utilisée d'innombrables façons en tant qu'analgésique, donc pour les maux de tête, maux dentaires, etc., anticonvulsif pour l'épilepsie, le tétanos, la rage, hypnotique, tranquillisant pour l'anxiété, l'hystérie, anesthésique, anti-inflammatoire pour les rhumatismes et autres maladies inflammatoires, antibiotique, par exemple pour les maladies topiques, pour les maladies de la peau, la tuberculose, antiparasitaire interne pour les vers par exemple, antispasmodique, colique, diarrhée, pour les maladies digestives, pour stimuler l'appétit, diurétique, aphrodisiaque, anaphrodisiaque, antitoussif, expectorant, bronchite, asthme, etc. Donc vous voyez que c'est une plante extrêmement polyvalente, en tout cas dans la pharmacopée asiatique. Et donc ça va nous amener à discuter de ce cannabis thérapeutique. C'est-à-dire qu'en France, quand même, on va découvrir avec le docteur Laurent Fabricator que eh bien, ce n'est pas accessible aussi facilement qu'on le croit en France. On l'écoute. La France est un pays un peu en décalage avec ses voisins européens, puisque c'est un des rares pays de la communauté européenne à ne pas avoir légalisé l'usage du cannabis à des fins médicales. 21 autres pays européens l'ont déjà fait. L'usage du cannabis à des fins médicales, à des fins thérapeutiques, se limite en France à une molécule qui est le dronabinol, qui est du THC synthétique, qui est autorisé dans un cadre très précis et contraignant, qui est une autorisation temporaire d'utilisation nominative. Pour traiter les douleurs d'origine neurologique qui résistent aux autres traitements contre la douleur. Ce médicament ne peut être délivré que dans des centres spécialisés antidouleurs, qui sont généralement des centres hospitaliers. Donc il n'est disponible que dans les pharmacies hospitalières. Et il est très peu utilisé en France. Probablement moins de 300 personnes en bénéficient sur l'ensemble du territoire national en 2021 par exemple. Certains centres antidouleurs font des expérimentations d'usage d'autres médicaments importés, qui sont des médicaments qui contiennent des dosages variés de THC et de cannabidiol. Et ces centres antidouleurs utilisent ces médicaments donc à titre expérimental uniquement pour des malades qui ont des maladies d'origine neurologique qui entraînent des douleurs importantes.
Sinon, pour ce qui est du futur, je ne sais pas, selon l'évolution du paysage politique qui est en cours actuellement en France, quels vont être les projets qui vont être mis en place par rapport à la législation sur le cannabis médical, cannabis thérapeutique. Voilà, donc on l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est Lamia, je crois, qui en parlait, justement de ce cannabis thérapeutique. Donc on voit quand même que, selon le docteur, presque 300 personnes ont accès au cannabis thérapeutique sur le territoire national. C'est quand même... Ouais, c'est quand même... oui, c'est très peu. Et puis, c'est un cannabis, en tout cas synthétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas naturel et pas organique. J'ai cru voir passer sur Internet quelques articles qui disaient qu'il y avait des effets secondaires. Bon, il faut savoir que tous les médicaments ont des effets secondaires, il faut le savoir. Même quand vous prenez, je sais pas moi, un antihistaminique, il y a des effets secondaires. Enfin, il y a toujours des effets secondaires à un traitement. Mais quand même, quand on a le choix entre une plante naturelle et une molécule synthétique, bon, la question se pose quand même de la nécessité de l'avancée, en tout cas de l'aboutissement de l'étude en cours actuellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Après, on va justement discuter de économie et l'aspect thérapeutique. Comment ça peut être justement assez intéressant aussi alors. Moi, j'ai beaucoup suivi la mise en place de l'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique. Donc, récemment, fin mars, ça faisait 1 an que l'expérimentation avait commencé. Sur cette expérimentation qui, normalement, est pour 3000 patients, au bout d'1 an, ils en sont qu'à 1500 patients. Je trouve que c'est pas beaucoup, vu le nombre, vu la population française. Faut savoir que la Guadeloupe, nous, on n'en fait pas partie pour des raisons... je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi on n'en fait pas partie, mais la Martinique... C'est la seule officine, ouais, je sais pas. Ouais, la Martinique et la Guyane en font partie. Et par expérience, je sais que des gens ont essayé justement d'intégrer des membres de leur famille dans la structure en Martinique. Et c'est extrêmement compliqué. On dirait qu'il y a une volonté justement qu'il n'y ait pas beaucoup de patients qui y participent. Et je trouve ça un peu dommage. Mais quand on regarde justement tout ce que les autres pays font, comme tu disais, Lamia, l'Allemagne, ils sont très en avance. Et nous, on marche petit à petit. Ils font une expérimentation. Ce n'est pas forcément pour comprendre les effets du cannabis, mais plus pour comprendre le cheminement avec la sécurité sociale, la prescription, quel dosage donner. Mais c'est quand même dommage qu'il y ait seulement 5 pathologies qui puissent être acceptées dans cette expérimentation, sachant qu'il y a énormément d'études du cannabis sur d'autres pathologies, maladie de Parkinson, pour les femmes, l'endométriose, les règles douloureuses, etc. Mais voilà, on est toujours en train de faire les choses petit à petit et je pense que voilà, il y a beaucoup plus qui pourrait être fait. C'est toujours bien, mais voilà, moi je suis un peu impatiente qu'il y ait d'autres maladies pathologies qui soient acceptées dans cette expérimentation. Donc, quelles sont les 5 maladies qui sont acceptées? Alors, donc les patients en soins palliatifs, les patients souffrant de symptômes réfractaires au traitement, donc pour l'épilepsie, pour certaines maladies neuropathiques, certains patients en oncologie, donc ça fait 4, j'ai dit l'épilepsie. Il y a un 5e, donc épilepsie, maladie neurologique, soins palliatifs, oncologie. Il y en a un 5e que j'oublie tout le temps, mais c'est très spécifique en fait. C'est pas ok, vous souffrez de douleurs chroniques au dos comme dans les autres pays, vous pouvez avoir du cannabis thérapeutique. On n'est pas encore là. C'est vraiment en dernier recours. Il faut vraiment que le patient soit limite tous les médicaments ne fonctionnent pas. Voilà, c'est ça. Le CBD est là pour ça. Le CBD justement. C'est ça. On va en parler justement du CBD. Donc, je disais justement tout à l'heure, en off, que quand j'ai évoqué justement la pharmacopée, on sait qu'en Guadeloupe, pendant très longtemps, jusqu'à ce que le docteur Joseph fasse le travail, on ne pouvait pas utiliser la pharmacopée, on ne pouvait pas faire de médicaments, en tout cas avec les plantes locales. Donc, on voit quand même qu'il y a des héritages
va dire, de la période coloniale, n'est-ce pas? Puisque la législation, il fallait privilégier la pharmacopée industrielle, donc européenne, française. Et donc, on voit ici qu'avec le cannabis, qui a toujours été utilisé, et pas sous sa forme CBD, hein, dans sa forme normale, hein, la plante elle-même, était utilisée donc, pour ses vertus thérapeutiques, en fait. Et je pense que ce qu'il est important de dire qu'avant qu'il y ait justement cette utilisation récréative qui est venue en Occident, et je pense que ça a été bien ça le danger, la problématique en fait des pays occidentaux, c'est que lorsqu'ils ont emmené en fait que ce soit même la cocaïne, hein, enfin je veux dire tout ce qui est arrivé dans l'Occident et qui a été vendu de manière très extensive était en fait dépouillé en fait de ses rituels, etc. Puisque c'est des plantes qui étaient utilisées comme l'ayahuasca, etc. En Amérique latine, étaient utilisées dans des contextes rituels. Donc un cadre spécifique d'élévation de l'esprit, etc. Donc là, je me fais l'avocat du diable, mais l'idée c'est de dire quand même qu'il y a une importance dans la façon dont on utilise en fait ces plantes, comme toutes les plantes de la pharmacopée par ailleurs. Même lorsque Romain Grandjean disait que l'excès en tout nuit, hein, tous les médecins vous diront ça, même manger trop de légumes est très mauvais pour la santé. L'excès en tout nuit, ah oui, je vous assure. Même manger trop de légumes, que des légumes, boire trop d'eau, tout excès en fait est mauvais pour le corps. Donc, tout est une question d'équilibre, d'utilisation, de cadre. Et donc, c'est tout l'intérêt, justement, maintenant qu'on va parler du CBD et de vos activités, c'est justement dans quel cadre on utilise le CBD. Comme Kevin disait, va peut-être le dire, que même l'usage récréatif n'est pas forcément le psychotrope, mais ça peut être aussi, on peut se faire du bien, ça peut être récréatif de se faire du bien. Donc, allons regarder rapidement, on va regarder des vidéos, vous pourrez commenter, qui vont présenter vos enseignes respectives, vos activités respectives, et ensuite on en discute ensemble. Oaze. Donc la boutique, elle se situe au Gosier, d'accord, à Montauban, en face du Leader Price et du McDonald's. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, en quelques mots, Oaze, c'est quoi? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le gérant avait une franchise, hein, quand il est venu en Guadeloupe. Il avait une franchise et après avoir étudié le marché du CBD et tout ce que le CBD pouvait procurer, il a décidé de créer la marque Oaze, donc sa propre marque, donc sa propre franchise, avec un tout nouveau concept. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez vu défiler beaucoup de produits, donc qui se différencie un peu de ce qui peut se proposer, Kevin peut-être le dira, dans d'autres boutiques qui commercialisent du CBD. On est totalement sur quelque chose de... Voilà, comme là, vous pouvez voir les pots de miel, hein, qui sont faits localement. On va dire que, voilà, Oaze, je vous en parlerai tout à l'heure quand on échangera, c'est vraiment un concept novateur et des produits qu'on va expliquer tout à l'heure plus dans le détail. Oui, on va expliquer plus dans les détails. Maintenant, on va voir Cannabillion. Voilà, Cannabillion, donc c'est une franchise par contre. On travaille donc déjà avec un grand groupe, on est pratiquement 370 magasins en Europe. Alors, je suis le seul pour l'instant en Guadeloupe, on a un magasin en Martinique aussi. Voilà, pareil, hein, on essaye de, comme ma concurrente, hein, n'est-ce pas? On essaie de se diversifier au maximum. En passant, on fait aussi de la bière, du vin, des jus, des cosmétiques aussi également, hein, je vais faire comme vous. Et évidemment, la fleur, la fameuse fleur qui était proposée à infuser, ça il ne faut pas oublier de le dire, ce sont des fleurs à infuser techniquement. Et effectivement, on retrouve beaucoup dans la clientèle des gens qui recherchent beaucoup plus... C'est des huiles de massage, là. Exact, qui recherchent beaucoup plus le bien-être, plus que pour la fumette. Au début, aux ouvertures, on a eu beaucoup d'anciens fumeurs, des nouveaux fumeurs qui voulaient, des curieux, on dira. Et au fur et à mesure, on se rend compte que la clientèle change énormément. On a beaucoup plus de grandes personnes, des personnes âgées. J'ai des personnes assez impressionnantes, presque de l'âge de mamie, qui viennent pour pouvoir mélanger avec les fleurs le fameux thé qu'on fait. Elle fait son thé avec de la citronnelle, ceci, cela, et elle y rajoute un petit peu de CBD. Il paraît que ça fonctionne terriblement bien. Maintenant, on va découvrir Connect Free, donc l'activité de Julie.
Oui, donc Connect French West Indies. Donc moi, j'ai décidé quand je suis revenue en 2019 de créer une organisation basée sur l'éducation, mais pas simplement en éduquant, voilà, comme à l'école. Je voulais vraiment faire des événements, networking, discuter, créer une communauté. Donc ça, c'est des événements live que j'ai dû faire à cause du Covid, bien sûr. Donc j'ai commencé juste avant le Covid. Et l'idée, c'est vraiment de libérer la parole, de déstigmatiser la plante de cannabis par le biais d'événements et vraiment de créer une communauté en Guadeloupe parce qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de personnes qui veulent en apprendre plus, qui veulent juste rencontrer des gens qui pensent de la même façon qu'eux. Et je me suis dit que voilà, faire l'éducation d'une autre façon, c'est toujours intéressant et c'est ce que j'ai fait avec Connect. Et on voit une dernière vidéo de Connect, justement, d'une rencontre organisée, d'un échange, justement, qui va nous amener sur notre sujet, qui va nous amener donc sur le sujet. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'import-export entre la Guadeloupe et les autres îles de la Caraïbe? Est-ce que la Guadeloupe pourra être un pôle de cannabis thérapeutique pour les autres îles de la Caraïbe? Alors, on se bat effectivement pour, c'est pour ça qu'on a rencontré plusieurs fois le ministère des Outre-mer et différents ministères. L'objectif, c'est qu'on puisse lancer une production locale de cannabis thérapeutique et on a un gros avantage par rapport aux autres îles de la Caraïbe, c'est qu'on est français, donc on est européen. Ça veut dire qu'un produit, un cannabis thérapeutique qui va être produit aux normes EU-GMP en Guadeloupe, c'est un produit directement européen. Donc, c'est une opportunité pour la Guadeloupe de pouvoir effectivement exporter sur l'ensemble de l'Europe, parce que tout simplement, on fait partie de l'Europe. Les autres îles que vous avez vues tout à l'heure, ils sont hors espace Europe, donc il y aura gérer des normes effectivement à respecter et des droits de douane, etc. Donc, il y a une opportunité effectivement pour la Guadeloupe et la Martinique, hein, ça c'est clair, de pouvoir produire à moyen terme du cannabis thérapeutique. Alors, l'émission est tellement dense, on en refera une autre, hein, pour continuer à discuter du sujet, parce qu'on n'aura pas épuisé le sujet ce soir. J'ai même oublié de vous dire que vous pouviez téléphoner si vous vouliez poser une question. Donc, c'est 96 10 10, vous pouvez appeler si vous avez une question, vous pourrez échanger avec nous. Cette dernière partie de l'émission, 96 10 10. Ok, donc, alors, parlons du CBD. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de produits. Déjà, comment ça se consomme, le CBD? Alors, parce qu'on a parlé d'infusion, est-ce que c'est... Alors, moi, je regarde Cool Plus Cannabis, donc forcément, il y a des choses que je sais. Au niveau culinaire, en tout cas, on peut infuser dans du beurre, de l'huile, etc., pour aromatiser les plats et donner justement cet apport, on va dire, de bienfait, quoi, de relaxant, etc., au repas, mais aussi des saveurs particulières. Donc, les produits que vous vendez ici en Guadeloupe, déjà, qu'est-ce qui est autorisé? Enfin, avant ça, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le commerce du cannabis et à en parler? Alors, je vais commencer. Alors, nous, on va parler du concept de OACE qui a donné envie de se lancer. Ça fait déjà, le gérant, ça fait déjà, on va dire, 2 ans qu'on commençait déjà à se dire, il n'y avait pas encore de boutique en Guadeloupe, à se dire, bon, on va aller naviguer sur ce marché-là qui est en forte, parce qu'on s'est intéressé beaucoup au marché du bien-être. Parce qu'il faut savoir que le CBD, donc on est sur du cannabis bien-être, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, le cannabis thérapeutique. Je vais parler de OACE. Vous disiez comment on fait pour consommer du CBD. Donc il y a plusieurs formes de consommation du CBD, que ce soit en infusion, que ce soit alimentaire, que ce soit cosmétique, que ce soit la vape, parce qu'il y a aussi la vape. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver des e-liquides à base de CBD. Nous, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est un concept en Guadeloupe qui va être novateur. Contrairement à vos concurrents ici présents. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une franchise. On a créé notre propre franchise, d'accord? Et notre but à nous aujourd'hui, c'est de promouvoir le produit Made in Guadeloupe. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décide de collaborer avec des producteurs locaux, c'est-à-dire qui sont parmi les meilleurs dans leur secteur. Un apiculteur, une herboriste, un producteur d'huile de coco. On veut vraiment promouvoir le produit Made in Guadeloupe, c'est-à-dire de proposer des produits
d'accord, guadeloupéen, associé aux bienfaits du CBD. Je rebondis sur ce que Kevin a dit tout à l'heure quand il parlait d'infusion, la mamie qui va venir chercher son CBD pour le mettre dans sa citronnelle. Ce sont des produits aujourd'hui que Oaze propose, c'est-à-dire des infusions à base de plantes aromatiques et médicinales de Guadeloupe. On est vraiment dans ce développement économique, de développer économiquement et de faire connaître les produits. Contrairement à une franchise qui est sur place, donc une boutique ici ou en Martinique, nous aujourd'hui, c'est plusieurs points de vente qui vont s'ouvrir en France dans les mois à venir. C'est un site internet pour être vu, une visibilité, et plusieurs boutiques également sur la Caraïbe. Donc nous aujourd'hui, Oaze, c'est ça, c'est le CBD associé aux produits locaux, en s'associant avec les producteurs locaux et faire connaître les produits de la Guadeloupe avec le CBD. Très bien. Voilà ce que c'est aujourd'hui Oaze. Non, mais c'est important de le souligner parce que nous, on est dans cette optique du développement économique de l'île, en fait. Il y a le CBD, certes, mais associé, parce que c'est pas novateur en soi de créer du miel au CBD ou de créer une infusion à base de CBD. Un peu partout à l'international, il existe du miel au CBD. Mais là, on parle d'un produit guadeloupéen. On veut vraiment promouvoir le produit Guadeloupe associé à tout ce bien-être. Et comme disait Kevin tout à l'heure, effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, même si on dit qu'elle est encore diabolisée, elle est en train de se dédiaboliser, cette plante. Exact. Parce qu'on a une clientèle qui est totalement variée. Ça peut aller effectivement de la mamie, ça peut aller, on va dire, au niveau social également. Il y a tout milieu social. D'accord ? C'est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose où les consommateurs, on essaie de les conseiller, de les accompagner surtout, parce qu'on voit bien qu'il y en a encore qui sont pas très bien informés, d'où l'important de prendre du temps avec eux et de les accompagner et de leur montrer qu'aujourd'hui, même si le mot cannabis fait peur, là on est sur du CBD, donc ce qui est connu dans le cannabis entre guillemets récréatif, c'est ce THC qui est le côté psychotrope, d'accord ? Ouais. Là on est sur le CBD, je les invite toujours à aller sur des recherches, de regarder ce que c'est que le CBD et tout le bienfait du CBD aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est des études universitaires, c'est des études qui ont été prouvées à l'international, qui montrent aujourd'hui, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a, en 2018, déclaré que le CBD n'était pas un stupéfiant, ni un addictif, ni aucune dépendance liée à la consommation du CBD. Donc c'est pas moi qui l'a dit, c'est aux grandes organisations. Donc voilà ce que c'est que Oaze aujourd'hui, la boutique Oaze qui se situe au Gosier. Alors Kevin, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à rentrer dans ce marché en fait ? On va dire très honnêtement le cannabis passion. Depuis des années, c'est vrai, on va parler de cannabis passion, d'où la franchise avec Amsterdam qui avait déjà une grosse avance quand même par rapport à l'Europe. On sait qu'ils sont décriminalisés depuis près de 70 ans. Donc on a une qualité de produit décriminalisée, c'est très important. On n'est pas sur de la dépénalisation ni la légalisation. Enfin, comme on disait tout à l'heure, les termes sont très importants. Souvent, les gens pensent que là-bas, c'est la fête. C'est pas vraiment comme ça. Enfin bon, on est parti sur ça par rapport à la qualité des produits, par rapport à leur expérience déjà. Comme en France, c'était pas... Ce projet, je l'avais depuis 2012, mais on n'y était pas du tout en France. Donc, du coup, on était très, très loin. Mais je m'étais déjà rapproché un petit peu des travaux qu'ils faisaient, des avancées. C'est là que j'ai commencé à vraiment découvrir toute la variété de produits capables, enfin, tout ce qu'ils sont capables de proposer en termes de produits. Parce qu'on parle de cannabis, toujours sur le cannabis à consommer en fumant. Mais il y a énormément de choses, comme on disait. On a des crèmes, on a des cosmétiques qui fonctionnent extrêmement bien grâce au CBD, juste parce que le mélange de la molécule CBD se lie aux autres molécules. Ça reste de la chimie, en fait. Ça reste de la chimie. Comme pour l'été, j'adore prendre cet exemple. Une tisane à la citronnelle, ça fait du bien. Une tisane à la camomille, ça fait du bien. Quand on mélange les deux, c'est encore mieux. Avec le CBD en rajoutant dessus, localement ou pas, on est d'accord. Mais effectivement, on est vraiment sur un travail d'information avec la clientèle. Parce que souvent, malgré des fois, il y en a qui ont déjà leur propre expérience, ils y connaissent, ils sont toujours un peu méfiants. Oui, mais monsieur, si je prends une sucette, ça va me faire quoi ? On est toujours sur cette appréhension de l'effet, plus que sur le côté bien-être. Par exemple, on fait des cookies qui sont à la graine de chanvre, on n'aura pas d'effet. Effectivement, on est loin du Space Cake. Voilà, ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas l'expérience justement quand on ingère le Exactement, mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la graine, par exemple, de chanvre est extrêmement bonne pour tout ce qui est transit intestinal, par exemple. Mais on est encore sur ce travail d'information où les gens sont entre eux, ça va me faire quoi, du bien ou pas ? C'est partie justement de la décriminalisation, c'est aussi dans les esprits, parce qu'il y a toujours cet aspect que
effectivement, les effets psychotropes, est-ce qu'il n'y aura pas des effets différents? Est-ce que ça va pas me... ça. Bien sûr, mais donc c'est vraiment, j'allais dire, intéressant, justement, tout cet aspect pharmacopée. Donc on voit quand même dans les deux sens, on va dans ce sens-là, hein, enfin, dans cette direction du soin, donc l'éducation. Alors je vais quand même oser poser la question du docteur Fabricator en échangeant avec lui aujourd'hui, qui disait, alors il posait deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des mineurs qui se présentent dans les magasins, puisqu'il n'y a pas d'effet psychotrope, est-ce qu'on vend aux mineurs? Donc on va répondre à cette question. Et la deuxième, c'est est-ce que finalement ce n'est pas une porte d'entrée? En tant qu'addictologue, forcément, il pose la question. Une porte d'entrée vers, une consommation de produits plus forts. Parce qu'en addictologie, forcément, on se dit, on commence par le cannabis, il y a des gens qui ensuite passent à des drogues plus dures. Donc est-ce que ce n'est pas par le geste, hein, parce qu'il disait si on roule du CBD, on apprend à rouler et on rentre justement dans l'addiction, c'est pas seulement le produit, c'est aussi en fait tout ce qu'il y a autour, hein, que ce soit le café, l'alcool, le sucre, peu importe, c'est tous les rituels de l'addiction. Donc est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors la question ne se pose pas puisque aujourd'hui le CBD n'est pas un addictif et il n'y a pas de dépendance. Donc déjà de consommer du CBD ne va pas vouloir nous donner l'envie d'aller chercher quelque chose de plus fort que ça, puisqu'il n'y a aucune dépendance, aucune addictologie à la consommation du CBD. Je réponds à la première question, interdit au moins de 18 ans. Ça, c'est la loi, c'est la législation, c'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé, moi, de voir des clients qui rentrent en boutique que je trouve un peu trop jeunes et que je refuse de vendre. On nous pose souvent la question, est-ce que c'est à fumer, est-ce que c'est pas fumé? Nous, en l'occurrence, c'est affiché ne pas fumer. Ce sont des infusions. Après, effectivement, on ne peut pas contrôler la personne quand elle va sortir avec son infusion, si elle va aller la fumer ou pas. Mais le CBD dans les études, il n'y a aucune dépendance ni aucune addictologie à la consommation. Et au contraire, beaucoup d'anciens fumeurs, grâce au CBD, parce qu'il a été prouvé que le CBD donc, agit sur des systèmes physiologiques, donc le système immunitaire, le système nerveux, sur plein de choses. Justement du voilà. système cannabique du Et cerveau. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça aide beaucoup au sevrage des drogues comme le THC, alors d'ailleurs, comme le docteur m'a dit que nicotine. lui ne dirait pas ça. L'héroïne. Il ne prendrait pas ça, mais comme Ce exemple, sont des en tout études cas. qui ont été faites et j'ai lu des articles dans les recherches universitaires qui ont été faites qui ont montré aujourd'hui que le CBD aidait aux addictologies de THC. Donc ça réduit les effets du THC, le CBD, et également pour ceux qui veulent arrêter de fumer le tabac, d'après certaines études. Donc pour moi aujourd'hui, non, je répondrai au docteur en lui disant que... En termes d'addiction. En tout cas, ça, Non, je suis ça pas ne peut pas, médecin, ça mais ne en peut termes pas d'addiction, amener en tout cas à consommer du cannabis. Du cannabis, non, bien au Non, contraire. puisqu'elles ne sont pas à fumer. Et la plupart de nos clients, on va dire qui sont fumeurs entre guillemets, d'accord, de cette partie de clientèle-là, ont arrêté justement le THC grâce au CBD. Je connais pas, j'ai pas eu en tout cas de l'expérience à faire un an d'avoir cette expérience d'un client au contraire qui a eu envie ou qui n'avait jamais consommé. Les clients qui n'ont jamais fumé de THC, en l'occurrence j'en ai jamais fumé aussi non plus, on consomme la fleur de CBD en infusion. Ça nous est jamais passé à l'esprit si on n'a jamais consommé la fumette d'aller fumer ou de rouler un CBD. Et donc les produits qui sont disponibles en fait en Guadeloupe, parce que je crois, enfin, en regardant des émissions justement, on voit qu'il y a beaucoup de produits alimentaires, hein, des huiles, des confitures, enfin, toutes sortes de choses, des beurres infusés au cannabis. Donc je dis cannabis, hein, c'est que c'est THC et ou CBD. Mais qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est possible en fait d'amener en France, je veux dire plus particulièrement en Guadeloupe? En Guadeloupe, on peut faire beaucoup de choses. Avec nous, ce qu'on a décidé de développer avec OAze, c'est qu'aujourd'hui, le CBD peut être consommé de plusieurs façons. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui nous interdit de faire du miel au CBD, de faire des infusions au CBD, de faire des sucettes au CBD, de faire plein d'autres choses au CBD. Aujourd'hui, le CBD, on peut le consommer sous toutes les formes, excepté interdit de le fumer. Mais aujourd'hui, il peut être consommé sur plein de formes. Vinaigrette. Avec de l'huile de chanvre. Avec de l'huile de chanvre. Même les graines pour les végétariens, j'ai pas mal de végétariens qui recherchent de la protéine dans la graine de chanvre. Il faut savoir que pour 100 grammes à peu près de graines de chanvre, on est sur du 30% de protéines quand même. Donc j'ai pas mal de clientèle qui par rapport à ça viennent se nourrir de CBD.
Donc en fait, c'est un peu comme les graines de chia ou enfin toutes les graines qu'on peut mettre sur sa salade ou des choses comme ça. C'est ça. Après, il faut aussi préciser, c'est surtout important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, le CBD reste un complément alimentaire. C'est dans cette catégorie-là le CBD est un complément alimentaire. Contrairement au cannabis thérapeutique, le CBD aujourd'hui, c'est pas un médicament, et ça on ne cesse de le répéter. On a des fois des personnes qui viennent qui disent mais est-ce que ça va me guérir de ça, est-ce que ça va... Aujourd'hui on est sur vraiment un complément alimentaire et on est là sur quelque chose qui va aider à soulager et non à guérir une pathologie. On n'est pas sur du thérapeutique, on n'est pas du tout sur du médical, on est vraiment sur du bien-être. On n'a pas besoin de passer par un professionnel de santé, on n'a pas besoin d'être suivi ni quoi que ce soit, on est vraiment sur un complément alimentaire. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces utilisations du cannabis, toutes ces variétés, productions, etc. On est parti du cannabis, récréatif, THC, à justement ce CBD qui est lié au bien-être, à la pharmacopée locale, au remède rasier, j'ai envie de dire. Alors avant de parler avec Julie sur son activité, on a un appel, on va prendre l'appel de cet auditeur ou auditrice. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle en fait pour avoir un petit renseignement par rapport à la CBD pour les personnes qui ont des troubles du sommeil. Ça fonctionne très bien. Ah oui. Donc je voulais savoir en fait la CBD, est-ce que ça agit vraiment sur le sommeil? Parce que j'en ai essayé pour mon petit garçon qui est autiste et pourtant ça n'a pas marché du tout. Donc est-ce qu'il y a une dose, est-ce qu'il y a une fleur spéciale parce que moi, pour mon enfant, je lui ai acheté du 8%. Ça lui a rien fait du tout. C'est peut-être un peu léger. Ouais, moi j'aimerais bien répondre. Déjà, il faut toujours se dire que quand on commence à utiliser des cannabinoïdes, on est toujours en phase test, en expérimentation, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Il n'y a pas de dosage précis. Il faut toujours tester, comme le slogan le dit, start slow and low, c'est-à-dire avec une petite dose et doucement. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de solution miracle. 8%, c'est pas grand-chose. C'est bien de se renseigner, comme disait Lamia, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Le CBD, c'est prouvé que ça a un effet sur le sommeil pour les personnes souffrant d'insomnie. Mais il faut faire attention, surtout qu'elle a dit que son fils était autiste. Peut-être en parler au médecin en premier, voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais toujours se dire que on va faire une expérimentation. C'est pas parce qu'on va tester une première fois que ça va marcher une première fois. Ça se trouve, elle a donné une goutte à 8%, c'est rien du tout. Peut-être il faut un petit peu plus. Mais en fait, j'ai fait ce traitement-là sur 3 mois, ça n'a rien changé. Mais alors, je pose quand même une question, peut-être pour modérer. Est-ce que, si vous avez dit que c'était une infusion, est-ce que c'était une huile, c'était quoi? Est-ce que vous avez utilisé? Allô, j'entends pas du tout. Vous avez utilisé quoi, en fait? Une infusion, enfin un thé Alors déjà, j'ai commencé par le thé, parce qu'on m'avait dit que ça prenait du temps, c'est des plantes, donc ça prend du temps pour faire son effet. Donc je suis restée 1 mois à lui faire des infusions. En fait, il était calme, mais ça ne le faisait pas dormir. Et le but, moi je cherchais vraiment quelque chose pour qu'il puisse dormir, parce que les enfants autistes ont des gros problèmes de sommeil. J'en ai déjà parlé avec mon médecin, en fait, même le médecin ne trouve pas de solution. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la CBD. Parce qu'on m'avait dit que ça pouvait un petit peu marcher. Et j'ai fait pendant 1 mois l'infusion, ça n'a pas marché. Après, je suis passée à l'huile de CBD carrément. Je suis passée du 8% pendant 1 mois. J'ai vu que ça ne marchait pas. Je suis montée à du 15% où ça coûte plus cher. Et en fait, ça n'a rien changé. Mais donc, alors, toujours pas. C'était des huiles donc à ingérer. Pardon? C'était en consommation. En sublingual? Oui, c'était en infusion. Le thé, c'était en infusion. Après, l'huile, c'était carrément sous la langue. On m'avait dit de mettre des petites 5 gouttes sous la langue. Voilà. Après, ça reste assez complexe comme ça, là, en direct, de répondre à ce genre de questions, puisqu'on a des calculateurs de dosage. Ça dépend quelle huile vous avez acheté, parce qu'aujourd'hui sur le marché on trouve énormément d'huiles de CBD, que ce soit de la 15%, mais elles vont être différentes d'une boutique à une autre. Il y a des huiles qui vont être coupées à l'huile de coco, ce qui m'est déjà arrivé d'en trouver. Il y en a d'autres qui vont être coupées à l'huile d'olive, pourtant ça affiche 15%. En fait, aujourd'hui sur le marché on trouve énormément d'huiles toutes aussi différentes les unes des autres.
Et c'est compliqué comme ça de vous donner un dosage parce qu'en fait, il y a des calculateurs de dosage qui se font en fonction de votre poids, en fonction de l'évaluation d'une douleur, si c'est une douleur, en fonction... On a tous un rapport même au sommeil qui est différent. Il y a des clients, je leur dis, ne vous arrêtez pas à la posologie qu'on va vous donner 10 gouttes sous la langue. Puisqu'on va tous avoir... Lui, il calcule en fonction de votre poids, c'est le sommeil. Mais on a tous un rapport au sommeil qui va être différent les uns des autres. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus complexe. En fait, il faut vraiment prendre le temps. Et c'est là ce qu'on disait avec Kevin tout à l'heure. L'important du conseil et de l'accompagnement en boutique. Moi, des fois aussi, comme cette dame, je les vois un peu perdues qui me disent « Oui, mais on allait dans une boutique, on a infusé, ça n'a rien fait. » Mais est-ce que vous savez que dans les infusions, il faut rajouter un corps gras puisque la fleur, elle est lipophile et que le CBD, toutes les vertus vont coller au gras. Donc, il faut mettre soit de l'huile de coco, soit faire infuser dans du lait. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là et je trouve que les consommateurs, malheureusement, peut-être on n'est pas bien informés. C'est ce que je disais, voilà, c'est que les clients, malheureusement, ne sont pas... On ne prend pas le temps de les accompagner et de les informer. Juste une question, les infusions, vous faisiez de bouillir dans de l'eau, normalement ? Voilà, on ne vous a pas dit de rajouter un corps gras, puisque pour avoir les vertus, il faut rajouter un corps gras dans l'eau, ou sinon, voilà, exactement, pour faire passer les molécules. Donc ça, c'est encore une fois un exemple de beaucoup de clients qu'on reçoit qui sont mal informés, qui ne savent pas comment utiliser. Donc en fait, en fonction de la personne, on voit si on s'adapte à la personne au niveau du dosage. Voilà, exactement. Et après, comme on dit, l'expérimentation, comme le disait Julie, vous augmentez le dosage. Il n'y a pas de posologie maximum ou minimum. C'est qu'on va vous dire qu'il faut mettre 10 gouttes. C'est à vous, après, par exemple, pour une 15%, de mettre 10 gouttes, voir ça ne fonctionne pas. 11, 12, 13, jusqu'à trouver votre équilibre. Et une fois que vous l'avez trouvé, effectivement, comme ça coûte cher, et ben on passe sur un dosage beaucoup plus élevé. On mettra moins de gouttes et votre flacon va durer beaucoup plus longtemps. Mais pensez au corps gras, du coup. Et si je veux juste rajouter quelque chose aussi qu'il faut comprendre, parce que tu as parlé de quelque chose de super intéressant, le fait qu'une huile change par rapport à une autre. C'est-à-dire que dans une huile, on peut avoir que du CBD uniquement, et ce n'est pas forcément ce qui va fonctionner, alors que dans d'autres huiles, on aura le spectre complet de la plante. Donc, il y aura du CBD, il y aura du CBN. Le CBN, ça agit aussi sur les insomnies. Donc, il faut en fait CBG. Comprendre tout ça. Et c'est justement en s'éduquant, en regardant les études. On est limité en fait ici, c'est ça Non, on n'est pas limité parce qu'on les commercialise, madame. Il faut venir aux boutiques. On les vend. Il y a les full spectrum, il y a les... de Cannabillion, et vous allez trouver d'autres produits, mais peut-être aussi un vendeur qui va mieux vous conseiller. C'est notre boulot de cette information qu'on doit donner, d'être beaucoup plus précis. C'est très important. C'était une très bonne question, madame. Je vous remercie. Merci de rien. Merci à vous d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'est important de dire, d'où l'idée de s'éduquer justement, et on va finir parce qu'on doit rendre l'antenne malheureusement en 3 minutes parce qu'il y a les élections présidentielles et qu'il y a un plateau qui suit justement pour suivre les résultats locaux. On sait qui arrive en tête en Guadeloupe, Mélenchon, mais on laisse ça pour l'émission suivante. D'où l'importance d'éduquer, de bien informer, de bien s'informer. Donc on voit qu'il y a des parents qui ont recours au CBD pour leurs enfants, quel que soit... parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont aussi peut-être certaines peurs par rapport à ça, par rapport aux mineurs. Tant que c'est encadré, donc c'est important. Julie, qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'éducation et des actions que tu mènes justement pour éduquer autour de la plante? Pour moi, l'éducation, c'est le nerf de la guerre. C'est extrêmement important. Il y a un travail d'éducation et de rééducation, parce qu'il y a beaucoup aussi de consommateurs qui se disent qu'ils consomment depuis 20, 30 ans, mais pour autant, ils n'ont pas une connaissance de ce qui leur fait du bien, pourquoi à un moment ils sont parano, etc. Il y a un travail de rééducation aussi pour les consommateurs plus aguerris. Et oui, avec Connect, moi, déjà de moi-même, j'essaie de partager le plus possible. Mais effectivement, il y a tout un travail à faire pour les professionnels. Donc, bien sûr, il y a les magasins de CBD, mais il y a de plus en plus de professionnels qui se tournent vers les cannabinoïdes ou vers la plante de chanvre et qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur cette plante. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je crée des supports éducatifs pour justement les professionnels, pour qu'ils puissent savoir comment communiquer avec un client, pour qu'ils puissent savoir quels produits acheter en gros en Europe, par exemple, comment lire un test laboratoire, ce qui est super important, comment ne pas se faire avoir, parce que CBD, chanvre, on fait beaucoup l'amalgame.
Tout à l'heure, on parlait des graines de chanvre. Les graines de chanvre, ce n'est pas du CBD. Il n'y a pas de cannabinoïdes dans les graines de chanvre. C'est un produit strictement chanvre, industriel. Les cannabinoïdes, c'est vraiment les molécules qu'on retrouve principalement dans la fleur, sur certaines feuilles. Mais tout ça, en fait, il faut l'expliquer parce qu'il y a encore un amalgame. Chanvre égale CBD égale cannabis, etc. Et voilà, c'est ce que j'essaye de mener avec Connect French West Indies. Ok, il nous reste 1 minute. Donc, c'est moi qui vais conclure. Malheureusement, c'est toujours trop court. Et puis, on tombe un dimanche, deuxième dimanche du mois. Hein, c'est le jour de diffusion de l'émission. On est tombé en même temps que le premier tour des présidentielles. Bon, ben, voilà. Seulement, moi, je vais vous inviter à une autre émission. On fera une autre émission, on va présenter les produits. Je pense que c'est important de présenter les produits. Et on espère avoir cette fois-là aussi des représentants des forces de l'ordre, parce que c'est important qu'on puisse avoir cette conversation et puis démystifier un peu tout ça. Et puis peut-être même un avocat et peut-être même un docteur sur place. Ce serait bien justement de discuter des produits, de leur utilisation. Donc on vous a recommandé 2 podcasts. Kiss Organics, pour ceux qui parlent anglais, Top Pot, pour ceux qui parlent français, mais il y en a plein d'autres. Je suppose qu'en cherchant sur les sites de podcast, vous allez trouver ça. Moi, j'ai envie de conclure sur l'idée que le CBD, le cannabis, historiquement, j'allais dire même ancestralement, c'était quand même la pharmacopée la plus ancienne du monde. Donc à explorer, hein, à s'interroger aussi sur tout ça d'un point de vue idéologique, culturel, civilisationnel. Comme d'habitude, Tanama essaie de vous informer, vous apporter des informations pour que vous puissiez mieux discriminer dans vos choix. On va remercier nos intervenants, si vous voulez dire un petit mot. Rapprochez-vous justement des personnes donc, de Cannabillion, OASE, Connect Free pour mieux vous informer, consommer en toute sérénité, hein, avec les bons conseils, le bon accompagnement, puisque c'est un nouveau marché. Donc on est encore en train pas de tâtonner, mais en tout cas de découvrir un peu le produit. Donc je remercie du Canada Luc Prévost qui a accepté donc de répondre, donc un journaliste. Allez voir, allez écouter son podcast. Romain Grandjean, donc, qui est microbiologiste et cultivateur, qui a bien voulu nous faire cette vidéo pour parler de son expérience au Canada. Et puis le docteur Laurent Fabricator, qui, addictologue aussi, a pris le temps de répondre à mes questions par audio. Donc Kevin Lafontaine, les mots de la fin. Mais écoutez, je vous remercie, c'était très intéressant. J'en ai beaucoup appris aussi moi-même. Comme quoi, ce travail de cet apprentissage n'est jamais fini. N'hésitez pas à vous rapprocher des différents magasins. Du boulot que madame fait aussi, que je trouve vraiment formidable. Ça, c'est très important pour la jeunesse, qui est toujours aussi stigmatisée. On peut continuer à faire mieux, ainsi que ma collègue. Voilà. C'est ça, comme l'a dit Kevin, pareil, n'hésitez pas à vous diriger vers les boutiques, à demander. N'hésitez pas à demander d'être informé, qu'on prenne le temps avec vous, qu'on vous explique. Voilà, comme l'a dit Kevin, voilà. On est là pour vous, on est là pour vous expliquer. Ce que fait Julie, effectivement, c'est top aussi, puisqu'il faut informer et accompagner les clients sur la consommation du CBD. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Kevin et à Lamia. J'espère que voilà, l'industrie du cannabis, on peut dire du cannabis, parce que le CBD, c'est partie du cannabis, guadeloupéen va bien se développer et qu'on sera tous bien informés. Et j'ai hâte pour la prochaine émission, alors, avec les forces de l'ordre et tout ça. On vous tiendra au courant. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. L'émission, le mois prochain, donc, ce sera rééduquer la sexualité. Et on aura également en juin une émission sur la drépanocytose, puisque ce sera le 19 juin, la journée internationale pour la drépanocytose. Bonne soirée et à bientôt. Consommez intelligent. Responsable. C'est ça.